Après la chute d'Alger, Ahmed Bey, de retour à Constantine, s'attelle à réorganiser son beylik. Resté fidèle à la porte, il organise la défense en fortifiant la ville et appelle les tribus à la résistance. Se méfiant de Farhat ben Saïd, chir des Arabes du Sahara, il le destitue au profit de son oncle Mohamed ben Ghana. Ulcéré par cette décision, Farhat ben Saïd entre en dissidence. Vaincu par Ahmed Bey qui a marché personnellement contre lui, il sollicite l'aide des Français. Le 5 avril 1832, il envoie une ambassade à Alger. Reçus en grande pompe par le duc, les émissaires de Farhat ben Saïd sont repartis le lendemain chargés de présents. Arrivés dans les territoires de la tribu des Houfiya, à Al-Harrach, ils se sont fait dépouiller par des brigands. Apprenant la nouvelle, Rovigo envoie le soir même ses militaires pour châtier la tribu présumée coupable, sans enquête ni preuve. Le 7 avril à l'aube, mené par le général Fodoa, 800 militaires du 1er chasseur d'Afrique et du 3e bataillon de la Légion étrangère surprennent les habitants de la tribu dans leur sommeil. Partis pendant la nuit, raconte Pélissier de Reynaud, les troupes tombèrent au point du jour sur les Houfiya et les égorgèrent sans que ces malheureux cherchassent à se défendre. Tout ce qui vivait fut voué à la mort. Tout ce qui pouvait être pris fut enlevé. On ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances. Et l'une d'elles servit, dit-on, à un horrible festin. Hamdan Khouja raconte aussi « Tout le bétail fut vendu à l'agent consulaire du Danemark. Le reste du butin, sanglante dépouille d'un effroyable carnage, fut exposé au marché de la porte Bab Azoun. On y voyait avec horreur des bracelets de femmes encore attachés à des poignets coupés et des boucles d'oreilles pendant aux lambeaux de chair. Le produit de cette vente fut partagé entre les égorgeurs. » Le shir des Houfiya Rabi' ben Sidi Ghanem, qui a été soustrait au carnage, est traduit devant un conseil de guerre, jugé, condamné et exécuté, alors qu'il était déjà établi que sa tribu n'était pour rien dans le vol des émissaires de Farhat ben Saïd. L'un des juges avoua à un groupe d'officiers, parmi lesquels Eugène Pélissier de Reynaud, qu'acquitté le chef s'était déclaré la peuplade innocente et condamné moralement ceux qui en avaient ordonné le massacre. Un mois plus tard, soit le 7 mai 1832, Bonn est le théâtre d'un autre massacre, celui d'une tribu décimée elle aussi par erreur. La colonisation, les processus de colonisation, que ce fût en Algérie ou ailleurs, en Afrique, en Océanie, dans les Caraïbes et en Asie, ces processus de colonisation ont opéré dans la conscience de ceux qui menaient ces actes et dans la conscience de ceux qui en ont hérité jusqu'à ce jour. L'idée que ceux que nous avions à faire, ceux à qui ils avaient affaire en face, ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des non-personnes, c'était des sujets coloniaux. C'était, comme l'auraient dit les Romains à l'époque impériale, c'était des instrumentum vocalum. C'était des instruments doués de parole, mais ce n'étaient pas des personnes humaines. Alors que des gens comme Saint-Arnaud, comme Cavaignac, comme des noms sinistres, n'est-ce pas, j'ai du mal même à les prononcer, pratiquaient le massacre systématique. Ils ne faisaient pas de prisonniers. Quand on était prisonnier des Français, ça veut dire qu'on était mort. On massacrait les prisonniers. En face, il y avait un émir qui faisait la guerre à la France et qui, lui, avait une autre philosophie. En particulier, il n'assassinait pas ses prisonniers, il faisait des prisonniers. Un jour, il s'est trouvé encerclé, et puis ses vivres se sont épuisés. Il ne pouvait plus nourrir ses prisonniers. La solution en pareil cas à l'époque, c'était de les assassiner. Lui a choisi de les libérer. Et donc, ces prisonniers sont partis. Ils ont rejoint le campement de Saint-Arnaud, le maréchal de Saint-Arnaud, et ils lui ont raconté qu'ils avaient été libérés par l'émir Abdelkader parce qu'ils ne pouvaient plus les nourrir. Et ça l'a beaucoup surpris, et il a dit « Le trait est curieux pour un barbare ».
Ça veut dire que l'émir restait un barbare. Alors que lui, Saint-Arnaud, il avait des milliers et des milliers de morts sur la conscience. Mais peut-être, sans doute, certainement, estimait-il que les gens qu'il massacrait, c'est des gens qui... c'est comme si on avait tué des poulets ou des moutons, en gros.